wij in kost de bijkit evit a jubenni. Wij hier op bij trouw, bij orgie, a restaurant, bij trouw, a hotel, in but de tout, mais pas evit a jubenni. Là non mais, nag e Catalonia que n'est trop égré, égalec, et sosnek, sosnek au tout dans trouw et catalan. J'explique donc pourquoi les gens n'ont pas entendu de breton et vont en entendre très peu, sauf peut-être dans les échanges interpersonnels. C'est parce que sur le budget de Coste, il n'est pas prévu de possibilité d'interprétation simultanée vraiment réelle. Hein. Donc on aurait pu le faire autrement, mais c'est le paradoxe qu'en Catalogne, on a eu un immense symposium très intéressant où la langue principale, il y avait aussi du catalan bien entendu, mais la langue principale était quand même l'anglais, et aujourd'hui c'est le français. Voilà. Les tranches d'âge, on va passer rapidement là-dessus. Vous imaginez bien que les nouveaux locuteurs sont dans la tranche d'âge des 30%, et en dessous, bien entendu, puisque la tranche d'âge de 0 à 15 ans n'est pas indiquée ici, mais vous voyez aussi que les deux autres tranches d'âge, celles où il y a peu de nouveaux locuteurs, mais plutôt les locuteurs traditionnels, sont évidemment les plus énormes. Alors, en autodéclaration en 2007, toujours, ça la source, c'est une étude qui a été impulsée par Franche Bourdic sur qui parle breton au XXIe siècle. Et là, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend à droite à gauche sur le breton qui est parlé par les gens. Quand on leur demande en autodéclaration quel breton ils parlent, on voit bien qu'une énorme majorité de personnes parlent autre chose que du breton littéraire. Le breton littéraire, c'est le petit orange, là, 2%. Les gens qui ne savent pas, c'est 5%. C'est tout à fait possible, hein, de ne pas savoir quelle variété on parle. Et on voit bien que l'immense majorité des locuteurs considèrent appartenir à une variété du breton. Et ça, c'est pas forcément toujours dit. Beaucoup de gens pourraient penser, oui, maintenant, il y a énormément de gens qui ne se rattachent pas à une variété, qui parlent un breton hors sol, je ne sais pas. La réalité des faits, c'est que la plupart des gens se rattachent à une variété quand ils s'auto-déclarent eux-mêmes locuteurs. Voilà. Mais, bonne nouvelle, quand même. Alors là, on peut discuter, évidemment, parce que les chiffres sont des chiffres des apprenants dans le système scolaire, on va dire. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans une école qu'ils savent forcément le breton au point d'en être des locuteurs? Ça pourrait se discuter. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça devient à l'adolescence ou autre, hein. Mais dans tous les départements, il y a un mouvement qui va vers le haut, particulièrement dans le Finistère, mais pas seulement, hein, puisque même en Ille-et-Vilaine et en Loire-Atlantique, c'est plus que doubler les effectifs en une dizaine d'années. Pourquoi l'avis des universitaires? Parce que je vais vous donner quelques mots tout à l'heure. Bon, les universitaires, c'est un microcosme, on est bien d'accord, mais il se trouve que, par exemple, le président du conseil scientifique de l'Office de la langue bretonne est bien un ex-universitaire, Francis Favreau, et puis c'est bien l'université, que ce soit à Brest, que ce soit à l'ESP, que ce soit à Rennes 2, que les jeunes adultes qui ont pu avoir appris ailleurs, hein, quelquefois en stage long, etc., mais viennent valider leur diplôme. Donc, à l'université, ils entendent des concepts qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Par exemple, bretonnant ou britophone. Voilà, on a deux mots pour dire la même chose. Avant, on n'en avait qu'un, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis, depuis l'année 2000 à peu près, l'Office public de la langue bretonne utilise et promeut exclusivement britophone pour s'aligner sur les autres langues. Et en arguant du fait que bretonnant est quelquefois considéré comme étant simplement défenseur de la culture, de la danse, de l'idée bretonne, etc. Et aussi en l'alignant sur une hispanisant et etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que c'est pas bretonisant, c'est bretonnant, ce n'est pas du tout la même chose. Toujours est-il que les locuteurs eux-mêmes, si vous faites un sondage dans la rue, la plupart d'entre eux ne sauront pas qu'ils sont britophones, mais ils vous répondront facilement qu'ils sont bretonnants. Alors après, est-ce que ce sont des natifs, des premiers, des traditionnels? Est-ce que britophone veut dire nouveau? Pour beaucoup, c'est ça. Le DU, par exemple, réserve le nom de bretonnant aux bretonnants traditionnels qui l'ont appris dès l'enfance. Et britophone s'en sert peu, mais enfin, ce serait plus pour... Par contre, des gens qui travaillent sur les locuteurs d'aujourd'hui, Fanny Chauffin qui est ici parmi nous, et Hugues Pointe-Couteau qui travaille aussi dans cette université, qui a travaillé sur les nouveaux bretonnants adultes, utilisent bien le terme de bretonnant, y compris pour les adultes d'aujourd'hui. Alors, est-ce que néo et nouveau, c'est la même chose? Bien entendu, quand
En latin, c'est la même chose, mais j'apprécie beaucoup de faire partie de ce réseau de new speakers, parce que on va le traduire en français par nouveau locuteur, et non pas par néolocuteur. Ce qui peut être embêtant avec néolocuteur, c'est qu'on peut le mettre un signe égal avec néo-breton. Et le néo-breton, c'est pas quelque chose d'idéologiquement neutre. Le néo-breton est considéré par beaucoup presque comme une novlangue, à George Orwell. Hein. Bon, Hornsby, qui est un chercheur britannique, lui pense que c'est juste un raccourci, d'utiliser un néo-breton. Est-ce que je suis à peu près dans les temps? Il me reste 2-3 minutes. Il te reste... Une? Non, encore, pas des... D'accord. Bon. 6 minutes. Oh là là, parfait. Donc, je préfère largement, et y compris d'ailleurs dans le cadre de notre travail avec COST, utiliser nouveau locuteur, nouveau bretonnant, plutôt que néo-bretonnant. Pourquoi nouveau? Parce qu'ils l'ont appris nouvellement, que ce soit à l'école pour les enfants, que ce soit en cours ou en stage long pour les adultes. Et de plus en plus souvent, ne l'oubliez pas, en famille. Puisque si le breton a arrêté d'être transmis pendant effectivement presque un demi-siècle, par la plupart, par la grande majorité des locuteurs, pour les raisons que nous a évoquées tout à l'heure Gaïd, et bien maintenant, ça reprend. Ça reprend. Ce sont bien des nouveaux locuteurs, pour moi, et non pas des néolocuteurs, parce qu'on a vu tout à l'heure que le breton qui parle n'est pas forcément du néo-breton. Et d'ailleurs, un dictionnaire de Favreau, qui est utilisé par énormément de monde, parle de breton contemporain, dictionnaire du breton contemporain. Voilà. Ce n'est pas le dictionnaire du néo-breton, c'est le dictionnaire du breton contemporain. Les gens parlent le breton d'aujourd'hui, donc il est contemporain. Alors, deux chercheurs aujourd'hui émérites de l'Université de Brest ont considéré à partir des années 90 qu'il fallait pour le breton utiliser le terme de badum. Je vous le donne parce que vous l'entendrez peut-être dans d'autres contextes, considérant qu'en breton, il manquait un mot, en français, pardon, il manquait un mot pour caractériser ce que partout ailleurs en sociologie, en sociolinguistique dans le monde, on peut caractériser par topolecte, par géolecte, par microdialecte, par éventuellement sous-dialecte qui n'impliquent pas de hiérarchie et qui sont bien usités partout, que ce soit en français ou en anglais. Et ce que dit mon collègue Wendell Dennis de cette université ici, avec lequel je souscris complètement à son idée, c'est ce qui pose problème dans cette affaire de Badum, ce n'est pas tant l'apparition opportune d'une vieille notion revisitée, les topolectes, les géolectes, la variété, c'est le choix terminologique qui sous-tend à l'évidence son application exclusive au breton, puisque Baduma, vous avez vu, ça veut dire chez moi, chez nous. Procédé qui permet de classer ce parler comme étant à part. Vous verrez d'ailleurs par la suite que leur position est aussi de faire, vous voyez mon point numéro 5, la France est une exception sociolinguistique. Pas une exception glottopolitique, mais sociolinguistique. Ce qui veut dire que la France, il y a, comment dire, la langue basque qui est parlée du côté des Pyrénées, la langue catalane, du côté nord des Pyrénées, c'est une exception sociolinguistique, pas glottopolitique. La diglossie pour eux est considérée comme une situation normale, il faut faire son deuil du breton, sans quoi reste dans la mélancolie. Et puis il parle aussi de vrais bretons et de pseudonormes qui sont repris par une bonne partie de leurs disciples et de leurs successeurs. Souvent pour eux, les locuteurs traditionnels sont des gens normaux. Les bretonnants ne sont pas des gens à part, un ensemble distinct, mais des gens comme tout le monde, aussi mobiles géographiquement et socialement que les autres. Ce qui est absolument vrai, rien à dire. Par contre, les nouveaux locuteurs sont des gens à la marge. Le Berre, 98, quelques dizaines de familles hyper militantes que leurs voisins considèrent sans hostilité, mais avec une certaine distance amusée, comme des sortes d'amiches, plutôt pittoresques, mais qu'on ne songerait certes pas à imiter. Et quid alors d'une autre vision des choses, par exemple celle de Bernays Roos, qui lui n'était pas universitaire, mais avait vraiment les mains dans le cambouis d'un média en breton, puisqu'il travaillait pour France 3 Iroise, puis France 3 Rennes, France 3 Bretagne pendant quelques années, pendant une bonne dizaine d'années. Il parle de gens qui réinventent un monde avec ses fêtes, ses écoles, ses rites, sans se couper de la grande masse de la population. Mary C. Jones, une chercheuse galloise, a introduit la notion de xénolecte en parlant du néo-breton, que j'ai mis entre guillemets ici, c'est-à-dire une variété rendue légèrement étrangère, parlée de manière native,
qui n'est pas un créole, parce qu'elle n'a pas subi de restructuration significative. Quelques-uns, dont Michael Madec, dernier point en bas, considère, lui, carrément que le breton parlé par les nouveaux bretonnants, les nouveaux locuteurs, est carrément un dialecte, un créole. Ce qui d'ailleurs n'est pas, dire, enfin, j'espère que pour lui, c'est dans sa tête, c'est pas dévalorisant, parce que créole, l'anglais est un créole, par exemple. Donc, mais voilà. Pourtant, Mary C. Jones elle-même a bien remarqué que, à Plougastel d'Aulas, là où elle a fait ses études, la sociolinguistique, donc là je mets sur annulé, ou sur Annulé, oui. annulé. Voilà, parfait. Il y avait quand même un petit problème, puisque 37% des personnes interrogées, 37% des personnes interrogées regardaient régulièrement les émissions en breton. Donc elle-même disait que l'obstacle doit être plutôt psychologique que linguistique. 2 minutes. Voilà, parfait. Quelle parité d'estime entre les nouveaux locuteurs et les locuteurs traditionnels? C'est vrai que pendant les années 50-60, il y a eu toute une partie du mouvement de revitalisation de la langue qui considérait ce qu'ils appelaient les terminal speakers comme des gens dont il ne fallait plus considérer la pratique comme relevant de l'avenir. Hein, c'était devenu négligeable pour l'avenir du breton. Mais ensuite, dans les années 80-90, ça s'est un petit peu inversé. Quelqu'un comme Plourin, par exemple, qui, dans une interview des années 80, ou même début des années 90, disait que Diwan était la seule perche, la seule planche de salut pour le breton, est ensuite devenu quelqu'un qui défend uniquement le breton sans OGLM, donc sans organismes génétiquement et linguistiquement modifiés. Et les seuls locuteurs pour lui qui sont légitimes, le seul breton légitime, c'est celui des locuteurs natifs, j'ai oublié de mettre les guillemets, ou natifs. Le breton des anciens, pour le Dieu et le Vert, reste le seul qui contienne encore quelque chose d'une histoire d'homme. Donc les petits hommes et les petites femmes d'aujourd'hui qui sont dans les écoles, et dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, est-ce qu'ils créent une histoire? On ne sait pas trop. Pourtant, Anna Kerry a bien vu que les locuteurs traditionnels sont tenus en très haute estime par les nouveaux locuteurs. C'est un but à atteindre pour eux, d'atteindre cette couleur, cette fluidité, cette authenticité, entre guillemets. Même si Pancuto a bien vu que certains de ces adultes n'ont pas forcément envie, comme objectif, d'échanger avec les locuteurs traditionnels. Mais là, c'est plus une question de génération, on va dire. Pas forcément envie de fréquenter des anciens pour fréquenter des anciens. Voilà. Et pour terminer, j'utilise deux diagrammes qui ont été conçus par Monsieur Le Pipet, qui est ici parmi nous. Juan, merci. Et qu'il a publié dans un numéro de what's it called again? International Journal of Social Linguistics, l'année dernière, c'est ça. Et donc, je vais mettre juste son dernier diagramme, parce que c'est celui qui est le plus parlant, où il montre bien qu'il y a effectivement peut-être eu un xénolecte, hein, vous voyez tout en haut à gauche, le breton qui a été conçu dans les années 50 et 60 par une école bien particulière, assez minoritaire. L'endolec tout en bas à gauche, c'est évidemment toutes les variétés ultra-locales que certains peuvent appeler badum si ça leur plaît. Et puis à droite, vous voyez que les nouveaux locuteurs, Erwan a bien tracé là, cette grande diagonale, là, les nouveaux locuteurs sont en fait multiformes. Il serait complètement erroné de les mettre tous sous cette étiquette de xénolecte. Certains d'entre eux, effectivement, se rapprochent le plus possible d'une variété locale. Certains d'entre eux sont à mi-chemin. Et surtout, beaucoup plus important, il y a une dynamique. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer sa vie de nouveau locuteur en étant un petit peu du côté du xénolecte, où la prégnance française est énorme. Et puis petit à petit, on évolue en fonction de ces rencontres, de là où on vit, de là où on aime, de là où, etc., vers des variétés de bretons qui seront à mi-chemin, aux 2/3 du chemin, aux 3/4 du chemin, et même peut-être complètement vers un néo-andolais. Voilà, je vous remercie de votre écoute.